Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui se tient à Paris la 4e journée mondiale de la médecine traditionnelle chinoise. Et dans le cadre des entretiens essentiels de François, il nous paraissait important de laisser une place à cette science, à cette médecine qui a pris une certaine ampleur dans nos économies, dans notre pays, avec de plus en plus de pratiquants et d'adeptes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau le docteur Thomas Tatuli, qui est un médecin à l'ES, urgentiste. Bonjour, docteur Tatuli. Merci beaucoup de nous donner un peu de votre temps aujourd'hui en marge de cette rencontre. On rappelle donc l'ancien ministre de la Santé, Douste Blazy, a fait une allocution. Il y avait le représentant de l'ambassade chinoise. Donc, on peut appeler ça les huiles, on va dire, et y compris la communauté chinoise qui était très présente. C'est important pour les lecteurs de François et les auditeurs qu'ils puissent se faire un petit peu leur point de vue. Docteur Tatuli, comment devient-on aujourd'hui médecin pratiquant, dire, de médecine traditionnelle chinoise? Alors, la question est assez intéressante. Souvent, on utilise le terme de praticien de médecine chinoise. Comment le devient-on ? On le devient en suivant des études qui globalement durent 5 ans en France et qui se déroulent dans des écoles privées. Au bout de ces 5 ans, chaque école sanctionne les étudiants par un diplôme d'école, et ensuite ces étudiants ont la possibilité de passer un diplôme fédéral, national, qu'on appelle le diplôme national de médecine traditionnelle chinoise, qui est géré par la Confédération française de médecine traditionnelle chinoise, qui est un diplôme, qui est une certification confédérale et qui a le mérite de reconnaître une harmonie et une qualité d'enseignement. Donc, tout ceci se fait en marge de la médecine traditionnelle française, on va dire, de la médecine... Oui, tout à fait. Donc, vous suivez un cursus et un autre en marge. Le cursus de médecine occidentale se fait au sein d'universités générales dans les UFR de médecine, 6 ans d'études, puis un internat, une spécialité qui dépend du choix des étudiants, et après un diplôme de médecine à la fin, au sein des universités, et à part, un cursus en France privé d'études de médecine chinoise. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jeune médecin décide de se spécialiser ou d'accomplir, on va dire, cette filière parallèle? C'est un intérêt personnel? C'est parce que c'est un complément pour la médecine traditionnelle occidentale? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de réponses à apporter à ça, et je ne pourrais pas répondre pour tous mes collègues qui sont dans le cas. Il y a l'intérêt de pouvoir prendre le patient dans sa globalité, dans son environnement, et dans un espace-temps qui est plus favorable que dans la médecine occidentale actuelle, où une consultation de médecine occidentale dure en général une vingtaine de minutes, de par l'afflux de patients qu'il est nécessaire de gérer. Une consultation en médecine chinoise dure environ 1 heure, ce qui laisse beaucoup plus de temps de connaître le patient, de pouvoir prendre en compte son environnement, sa famille et tout un tas de paramètres, et de se focaliser sur le patient plutôt que sur la maladie. Donc, on va se focaliser sur le patient, mais il me semble que dans la médecine occidentale, on va dire le primum non nocere, c'est aussi de se focaliser sur le patient, non? Alors, bien évidemment, mais on va raisonner en termes de maladie que présente le patient, plutôt qu'en termes de patient qui présente des maladies. C'est-à-dire qu'un patient, prenons au hasard, qui a de la tension, on va soigner la tension du patient. Dans une approche en médecine chinoise, on soignera le patient qui a de la tension. C'est juste un ordre inversé. Vous essayez d'aller à la cause, on va dire, essayer de mieux comprendre la cause? Alors oui, souvent on traite à la fois ce qu'on appelle la racine et la branche. La branche de l'arbre qui pourrait être ce qu'on voit à l'extérieur, qui pourrait être l'hypertension ou n'importe quel autre symptôme qui serait apparent, qui a une cause bien plus profonde qu'on va chercher pour pouvoir la traiter. En France, vous avez une idée du nombre de médecins pratiquants de médecine traditionnelle chinoise? Alors, j'ai besoin que vous précisiez votre question. Est-ce que vous parlez de médecins occidentaux qui font en plus de la médecine chinoise, ou est-ce que vous parlez de praticiens de médecine chinoise qui ne sont pas médecins occidentaux? Parlons justement des médecins, on va dire des gens qui sont diplômés, reconnus. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas compétents, mais dans le monde occidental, le diplôme a une certaine valeur. Bien sûr. Alors là, il faut encore différencier deux options, parce qu'il existe un diplôme universitaire d'acupuncture seul qui existe pour les médecins. Et donc, il y a des médecins acupuncteurs.
Et il n'y a pas de diplôme universitaire de médecine chinoise, il y a uniquement un diplôme universitaire d'acupuncture. Donc si on prend en compte les médecins acupuncteurs plus les médecins qui, comme moi, ont fait un parcours de médecine chinoise, ça représente... je ne pourrais pas vous donner de chiffres. En tout cas, il y aura plus de médecins acupuncteurs que de médecins qui ont fait le cursus de médecine chinoise. Mais l'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est quelques pourcents, vous ne savez pas ou... Non, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Là-dessus, je pense que la littérature sur Internet peut donner les renseignements très facilement. D'accord, mais on ira rechercher. Merci beaucoup en tout cas d'être transparent là-dessus. En fait, c'est pas du tout une question piège, c'est juste pour que les gens puissent se faire un ordre de grandeur. Parlons un peu de cette médecine chinoise. Donc, on nous a expliqué qu'elle se focalise plus sur le patient que la maladie en elle-même. Donc, ça, c'est un élément fondamental. C'est quand un patient va chez un médecin, il s'attend à ressortir soigné. Est-ce que le parcours de soins, l'approche que vous avez, comment on pourrait dire, comment diffère-t-elle de la médecine traditionnelle? C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux m'attendre quand je viens vous voir? Alors, un des éléments souvent notés par les patients qui consultent, c'est d'abord d'avoir une écoute réelle avec un temps suffisant pour pouvoir le faire, qui n'est pas le cas dans la médecine occidentale, encore une fois, par défaut de temps disponible, hein, pas par choix des médecins. D'autre part, il y a un traitement qui est réalisé pendant la séance. Quand vous consultez votre médecin en médecine occidentale en général, vous le consultez, il vous examine et il vous propose un traitement, ou pas, mais si vous propose un traitement, vous allez le chercher à la pharmacie. En médecine chinoise, on va évaluer votre problématique qu'on va nommer et à partir de ce nom, on va réaliser un traitement sur place au moment de la consultation en utilisant un des outils de médecine chinoise qui nous semble le plus adapté ou plusieurs, ce qui peut être de l'acupuncture, ce qui peut être du tuina, ce qui peut être du qigong, ce qui peut être de la pharmacopée, incluant la diététique par exemple ou des ventouses ou encore d'autres possibilités qu'on a. Mais ça va être réalisé pendant la consultation. Même si jamais il peut y avoir un complément après à prendre. Tout à fait. La pharmacopée, elle n'existe pas dans les cabinets, ou très peu en tout cas dans les cabinets des praticiens. La pharmacopée se commande, si on peut dire ça comme ça. On conseille aux patients une pharmacopée qu'un fournisseur va envoyer directement au domicile du patient. Docteur Tassouli, aujourd'hui, on est dans une phase où la médecine a été quand même assez secouée avec la période du Covid. On a les Français, on va dire les citoyens du monde entier ont été exposés à toutes ces études randomisées, ces méta-analyses, cette science très analytique qui est différente de la science humaine que vous décrivez aujourd'hui. Et vous venez de parler de pharmacopée. Donc, est-ce que il y a des preuves de niveau gold standard, de ce qu'on appelle le gold standard avec les effets cliniques randomisés, et quelles sont les barrières à justement prouver l'efficacité de ces pharmacopées? Alors, des études correspondant à une validation d'un mode de pensée occidental, il y en existe, et beaucoup sont malheureusement en chinois, et toujours en chinois et pas traduites. Donc c'est une barrière, la langue. Donc la langue est une barrière. Et d'autre part, la méthodologie pour réaliser les études est assez complexe parce que la médecine chinoise est une médecine individuelle qui sera toujours adaptée à un patient, ce qui fait que pour une même maladie, on pourra donner beaucoup de traitements différents, ce qui pour une pensée occidentale est assez difficile à concevoir, où chaque maladie a un type de traitement qui correspond, alors qu'on pourra donner une dizaine de formules différentes de plantes ou choisir différents points pour la même maladie parce que simplement le patient est différent et a un parcours de vie différent. Et donc, toutes les méthodologies de recherche sont faites pour de la médecine qu'on pourrait dire collective et ne sont pas faites pour de la médecine individuelle. Il existe depuis les années 2000 un concept de recherche en thérapie complexe que les Anglais ont beaucoup développé via c'est le MRC, c'est le Medical Research Council des Anglais, qui ont défini des guidelines pour faire de la recherche en thérapie complexe, y compris quand le paradigme initial n'est pas le même que la médecine occidentale, ainsi qu'un réseau qui a regroupé ça, qui s'appelle Équateur, qui est un acronyme anglais, qui transpose en fait toutes les guidelines pour les méthodologies de médecine collective, pour de la médecine individuelle ou de la thérapie complexe. Donc, aujourd'hui, on a parlé de la pharmacopée et de la complexité, on va dire, de prouver ces thérapies et de leur efficacité. Est-ce que l'argent est une barrière ? Malheureusement, oui, l'argent est une barrière puisque maintenant, pour faire de la recherche, il y a besoin de toute une structure, que ce soit de la recherche monocentrique ou multicentrique. Il y a besoin d'un promoteur, d'une assurance, d'un attaché de recherche clinique et de tout un tas
diverses choses et qui représentent des montants financiers assez importants. Il y a des structures d'État qui permettent de faire bénéficier de fonds publics pour faire de la recherche, notamment pour des PHRC, mais qui sont extrêmement limités pour un nombre de demandes phénoménales. Un PHRC, pardon, je suis l'acronyme, le RC c'est pour recherche clinique, et PH c'est peut-être programme hospitalier, j'ai oublié le PH, mais en tout cas c'est pour la recherche clinique, et qui sont des budgets qui vont entre 1 et 3 millions d'euros pour pouvoir financer de la recherche multicentrique en recherche clinique. Mais il y a très peu d'élus, c'est 0,1 pourcentage très faible en tout cas, de projets qui peuvent recevoir ces fonds. Quand vous recevez des patients, est-ce que quand ils reviennent, ils vous expriment leur satisfaction dans l'approche de la médecine? Est-ce que ce sont des gens qui vous recommandent des gens? Est-ce que vous voyez une évolution dans la demande de soins de ce type? Alors totalement. Alors les observatoires de santé ont déjà remarqué que depuis très longtemps, le recours à toutes les médecines ou les thérapies complémentaires ont une croissance exponentielle. Les recherches sur les pages jaunes de toute médecine ou thérapie complémentaire ont explosé également. Et pour le cas de notre service, on a à peu près maintenant, on est entre 6 mois et 1 an de délai d'attente pour pouvoir voir des nouveaux patients, parce que la demande augmente sans arrêt, malgré les augmentations de capacité de consultation qu'on a fournies. Et donc une journée comme aujourd'hui, 4e journée de médecine chinoise, c'est un moment pour vous, un rendez-vous avec vos confrères, c'est une journée d'échange. Comment vous qualifieriez cette journée? C'est d'une part l'intégration dans la culture française, ou en tout cas au sein de l'État français, de l'intégration d'une pratique qui est quand même extrêmement répandue dans le monde et qui est en cours de développement chez nous. Et donc c'est important que puissent être représentées les structures ou les personnes qui pratiquent et qui permettent aux Français de disposer de soins complémentaires à la médecine occidentale. Donc c'est un moment de représentation en premier, et ensuite c'est aussi un moment d'échange et d'apprentissage de nouveautés ou de découvertes, de rencontres de personnes, ou de nouvelles techniques éventuelles. En France, il y a différentes instances régulatrices, la NSM, la HS, la HSCP. Est-ce que vous êtes bien accueillis? Comment vous vous intégrez dans ce côté régulatoire? Alors, on ne s'intègre pas pour l'instant, dans le sens où on a peu à faire avec toutes ces structures. Les structures avec lesquelles on a le plus à faire, notamment pour la pharmacopée, c'est la NSM pour les plantes médicaments et la DGCCRF, la répression des fraudes pour les plantes qu'on considère compléments alimentaires, qui ont fait des listes des plantes autorisées, des plantes à effet indésirable supérieur aux bénéfices attendus, et des plantes qui sont potentiellement autorisables sous réserve de quelques conditions. Mais toute la pharmacopée chinoise n'est pas incluse dans toutes ces listes. Il y en a plein qui n'existent actuellement pas. Donc on a peu à faire à la NSM ou à la répression des fraudes, nous directement. Par contre, les fournisseurs de produits, eux, ont à faire surtout à la répression des fraudes, parce qu'on utilise beaucoup plus de plantes compléments alimentaires que de plantes médicaments. On a vu l'homéopathie qui a été dans l'œil du cyclone, notamment au niveau du remboursement, sans qu'on remette on va dire en cause l'efficacité ou l'approche thérapeutique. Est-ce que vous vous heurtez aussi à certaines barrières de ce genre, de la part de confrères qui pourraient avoir une approche plus questionner, on va dire, cette médecine traditionnelle chinoise? Alors, des questions, il y en a. De la résistance ou des conflits, très peu. Très peu, parce que quand eux-mêmes ont pu expérimenter ou ont pu voir leurs patients bénéficier de compléments de soins et voir les résultats qui ont été obtenus, les barrières se cassent rapidement. Il peut y avoir un scepticisme qui peut rester, mais sans animosité derrière. Et on a quand même en médecine occidentale quelques impasses thérapeutiques où on n'a pas de solution pour les patients, où nous, on peut proposer des réponses en médecine chinoise à ces patients, qui intéressent du coup nos confrères occidentaux. Et parfois, on peut potentialiser les effets d'un traitement occidental avec de la médecine chinoise. Donc ça intéresse aussi nos confrères. Donc il y a une complémentarité entre les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Non, il y a tout y est utile aux patients. Par moment, l'un peut être supérieur à l'autre dans ce que ça pourrait apporter, mais globalement, c'est quelque chose de complémentaire. Et en France, il faut rappeler, et ça c'est important, que la trame officielle, c'est la médecine occidentale, et que la médecine chinoise vient en complément
de la médecine occidentale. C'est important à préciser parce que ça peut créer des conflits avec nos confrères de médecine occidentale, où ils verraient une médecine alternative plus que complémentaire, qui prendrait la place d'eux, et avec peu de connaissances dessus, de traitements qui pourraient être efficaces en médecine occidentale pour les patients, qui ne prendraient plus au profit d'autres. Donc la médecine chinoise n'a pas pour vocation à prendre la place de la médecine occidentale, elle a pour but de s'y associer en s'intégrant facilement dans les impasses thérapeutiques et en complémentant pour optimiser la guérison des patients. Écoutez, Dr Tatouli, merci beaucoup de toutes ces précisions en marge donc de cette 4e journée mondiale de la médecine traditionnelle chinoise. On a eu l'occasion de vous entendre sur ce que c'est que cette médecine, comment elle s'inscrit dans la pharmacopée traditionnelle, et vous l'exprimez très bien, elle s'exprime en complément, on va dire, de la médecine occidentale. Donc voilà ce qu'on peut attendre, et on ira bien sûr chercher les chiffres pour savoir combien il y a de médecins qui pratiquent ce genre de choses. Peut-être juste une dernière question, c'est une science ou une méthode pour vous, cette médecine chinoise ? Alors la réponse est assez difficile à faire parce qu'elle nécessiterait une bonne vingtaine de minutes d'explication. C'est une science. Une méthodologie d'approche aussi, parce qu'on appréhende le patient d'une manière un peu différente de ce qu'on a pu apprendre en médecine occidentale. Quant à la science, elle progresse dans le temps avec de nouveaux éléments d'évaluation. Certains qu'on a actuellement n'étaient pas connus il y a une centaine d'années, et on ne pouvait pas arriver à prouver certains éléments il y a 100 ans, ce qu'on peut faire maintenant. Et actuellement, il y a certains éléments qui sont très faciles à voir, par exemple la calorimétrie avec les caméras infrarouges. On peut voir des modifications d'effets de chaleur sur des traitements qu'on fait en direct vidéo filmé. Et il y a d'autres éléments qui ne peuvent pas encore être prouvés, mais je pense par défaut d'ingénierie capable de l'analyser. Alors il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont en cours de développement, et j'espère qu'avec ces nouvelles technologies, on pourra avoir une visualisation ou une preuve en physique, on va dire classique, qui sera peut-être un peu dépassée pour le coup. Il y aura peut-être besoin de théories un peu différentes de la physique classique, mais l'avenir le dira. Donc une médecine traditionnelle, mais quand même tournée vers la technologie. Donc le thé pourrait être médecine technologique chinoise, peut-être. On verra. Merci beaucoup, Dr Tatouli, de nous avoir donné ce temps aujourd'hui. Merci à tous de nous suivre chez François pour cette information loyale, alternative, différente, complémentaire de l'information traditionnelle. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci.